Bien, nous y voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous ce soir. J'espère bien sûr que vous allez bien. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, je voulais dire que Secret Planet est un voyagiste qui est basé à Lyon et qui propose des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek, avec Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaires, et puis Saiga pour les voyages nature en lien avec la biodiversité, la faune sauvage et la conservation. Et pour ma part, je suis Renaud Fulconis et je suis donc le responsable de cette activité nature qui se nomme Saiga. Cette conférence est enregistrée. Vous pourrez donc la revoir et partager le lien. Elle sera dans les prochains jours donc disponible sur le YouTube de Secret Planet, où se trouvent également les entretiens précédents. Voilà, alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Giotto, qui est au Congo, en direct en ce moment. Bonsoir Nina, tout va bien? Oui, tout va bien, bonsoir. Bon, alors on a un tout petit décalage, ce qui est bien logique. Et ce que je voulais dire avant d'aller plus loin, c'est qu'on a enregistré les questions-réponses qu'on va diffuser dans un instant, tout simplement parce qu'au Congo, il peut pleuvoir très fort et que quand il pleut très fort, le réseau Internet se coupe. Donc pour assurer, on a préféré faire l'enregistrement, mais pour l'instant, on est en direct et bien sûr, on se retrouvera en direct à l'issue de la diffusion de ces questions-réponses que je vais me lancer dans un instant. Donc Nina, toi, tu es biologiste. Tu as fait ta thèse de doctorat sur le béra, qui est une petite antilope vraiment peu connue, et ce sera peut-être pas mal que tu nous en dises un mot tout à l'heure. Et donc, tu as beaucoup travaillé à Djibouti, où tu as résidé. Donc, évidemment, ça n'est pas ton seul domaine d'expertise, et tu nous en diras plus tout à l'heure également. La raison de ta présence avec nous ce soir, et je te remercie bien sûr d'avoir accepté mon invitation, c'est ta fonction de directrice de l'association Help Congo, une fonction que tu occupes depuis 2021. Et Help Congo aujourd'hui, ça n'est plus uniquement les chimpanzés. Enfin, c'était pas un petit boulot évidemment, mais ça a été évidemment le cœur du projet pendant de nombreuses années. Tu vas en parler bientôt. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'activités que tu vas détailler dans l'entretien qui va suivre. Donc, je vous propose à présent, si vous voulez bien, de vous diffuser cet entretien que nous avons réalisé en fin de semaine dernière et qui dure une bonne trentaine de minutes. Pendant le temps de cet entretien, n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser l'onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Donc là, vous pouvez cliquer et poser toutes les questions que vous souhaitez, que je reprendrai à la fin de l'entretien et auxquelles Nina, bien sûr, pourra répondre. Voilà, c'est OK pour toi, Nina? On fait comme ça? Parfait. Très bien. Alors, merci bien. Je vais donc préparer l'entretien. Le voici. Alors, la qualité de cet entretien n'est pas absolument excellente, mais cependant, vous pourrez nous voir tous les deux et puis entendre donc l'ensemble des questions que j'avais posées à Nina et auxquelles elle a répondu ces derniers jours. Voilà, donc maintenant je partage l'écran et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Nina Bonjour et, Renaud. et merci de nous accorder un petit peu de temps pour parler de l'association Help Congo dont tu es la directrice, on va y revenir. Donc tu nous parles de Pointe-Noire, depuis Pointe-Noire, la capitale du Congo, Brazzaville, et tu es actuellement donc au siège de l'association. Donc, Oui, El Congo, c'est une aventure dont, bien sûr, nous allons parler dans le détail, mais qui est aussi une aventure pour Saïga, puisque de nombreux voyageurs de Saïga sont partis sur ce projet au cours des années précédentes. Et c'est une association qui a été créée en 1990 par Aliet Jamar afin de protéger et de soigner les chimpanzés orphelins. Et exactement. bien sûr, on va avoir l'occasion de revenir en détail sur ce point, comme sur l'ensemble des actions de HELP. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par nous dire comment cette aventure avait commencé? Oui. Donc cette aventure a commencé, comme tu l'as souligné, avec Aliette Jamar, qui est donc une Française qui vit au Congo, donc au début des années 90,
et qui est particulièrement touché par les conditions de vie de ces chimpanzés en captivité, en fait. Il faut savoir qu'au Congo, donc les Congolais chassent les chimpanzés c'est de la viande de brousse, hein, pour s'en nourrir. Donc, quand ils chassent, ils vont tuer la mère, généralement, pour la consommer, et ils vont se retrouver avec le petit, et le petit, ils vont le vendre comme animal de compagnie. Donc, les gens prennent un petit chimpanzé, c'est adorable chez soi, c'est très mignon. Et puis, au bout de 2, 3, 4 ans, ça grandit et ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, soit les gens cherchent à s'en débarrasser, et dans ces cas-là, Aliette les récupérait. Soit c'est elle-même qui a fait intervenir aussi les forces de l'ordre à plusieurs reprises parce que c'est interdit, bien sûr, d'avoir chez soi un animal sauvage. Et donc, elle a récupéré comme ça près de 150 chimpanzés au cours des 30 dernières années. Donc, elle a par exemple récupéré ceux des zoos de Brazzaville et de Pointe-Noire. On a également Charlotte, une de nos chimpanzés, qui était chez un photographe à Pointe-Noire. Et Charlotte, en fait, le photographe faisait prendre des photos avec le chimpanzé. En fait, les gens venaient et prenaient des photos de eux et du chimpanzé. Donc, pour qu'elle reste particulièrement calme, il l'a droguée. Donc, tous les jours, il l'a piquée dans la même jambe avec des tranquillisants, quoi, pour que ça se passe bien. Et donc, cette chimpanzé-là, elle est handicapée maintenant parce qu'à force de piquer, le système nerveux a été touché. Donc, ce sont des animaux qui ont tous des histoires un peu compliquées. On a également un mâle, Yombe, qui avait été pris dans un piège, en fait, et on a dû lui amputer la jambe, donc il est unijambiste. Disons, voilà, c'est des chimpanzés qui ont tous des histoires un peu compliquées et qui ont été, jeunes ou un peu plus vieux, récupérés par Aliette. Et donc, au début, elle les a récupérés chez elle, dans son jardin, à Pointe-Noire. Donc, vous imaginez, au bout de 20, 30 chimpanzés, c'était invivable. Et donc, elle a cherché un lieu, elle a monté cette association et elle a cherché un lieu pour eux. Et le but était bien sûr de relâcher ces chimpanzés dans la nature. Et donc, le gouvernement, dans les années 90, vers 91, lui a octroyé 3 îles dans le parc national de Konkwati-Douli, ce qui est devenu après le parc national de Konkwati-Douli. Et donc, c'est sur ces îles que les chimpanzés ont pu être relâchés. Donc, c'est une zone de pré-relâché. Et donc, ils vivent sur ces îles. Et après, l'objectif donc, est de relâcher ces chimpanzés en captivité, dans la nature. Ouais. Et donc, il faut savoir que sur les 150 chimpanzés qui ont été récupérés, il y en a la moitié qui a été relâchée dans la nature. Donc, c'est quand même ce sont les premiers relâchés au monde qui ont fonctionné. Donc, ça, c'est la grande victoire de cette association. Et malheureusement, certains d'entre eux n'étaient pas en état pour être relâchés, soit, comme on le disait, parce qu'ils ils avaient des séquelles de leur phase de captivité, ou ils étaient trop imprégnés par l'homme, donc ils ne pouvaient plus se réadapter au milieu sauvage. Et donc, ces chimpanzés, on les a encore sur nos îles et on en prend soin. Voilà, ça, c'est la mission principale de HELP. Et Nina, parmi les individus qui ont été relâchés, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Ah oui, bien sûr. Donc, il y a eu 4 ou 5 relâchés en tout. Et il ne s'agit pas justement d'arriver avec des chimpanzés, d'ouvrir les cages et de les lâcher dans la nature. Ceux qui ont fait ça, il y a le taux de survie en fait très faible, à part les jeunes femelles qui peuvent s'intégrer à un groupe, mais le taux de survie est très faible. Non, nous, ce qu'on fait, ce que l'association a fait, c'est qu'on choisit des individus, on les amène sur les sites de relâchés et pendant 1 année, 2 années, ils sont suivis tous les jours par l'équipe de HELP. Donc, ils avaient des colliers GPS pour pouvoir les retrouver. Et l'objectif est d'une part de leur apprendre en fait à vivre dans la nature parce que ce sont des chimpanzés qui pour la plupart ont été pris tout petits. Donc, ils ne savent pas trouver, ils ne savent pas quelles espèces, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, comment se comporter. Donc, les soigneurs, l'équipe qui s'en occupe, les accompagner au moins sur un cycle annuel pour leur montrer en fait où se situent les arbres, avec quels fruits, quelle saison, où est-ce qu'on trouve en fait la nourriture sur le site. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles on les accompagne, mais également parce que il y a quand même des chimpanzés sauvages dans les zones de relâché. Et donc, s'il n'y a pas la présence de l'homme, les chimpanzés sauvages vont s'en prendre aux chimpanzés relâchés et ils n'ont pas beaucoup de chances de survivre.
Et donc, la présence des humains permettait de garder une distance. Les chimpanzés s'entendent, ils finissent par se connaître, en tout cas au niveau sonore, olfactif, et ça favorise l'intégration du groupe petit à petit dans cette zone-là, en fait. Ouais. Et donc, ouais, ils étaient suivis pendant plusieurs années. Et là encore, donc moi, je suis arrivée, il y a 2 ans ici, et en allant sur le terrain, il y a 3 individus là qu'on voit encore régulièrement. Donc, ils viennent en fait sur notre camp, puisqu'on a une base en forêt pour faire ces relâchés, et ils viennent encore nous rendre visite. La dernière fois, il y en a même un qui est monté sur un de nos bateaux. Donc, ils sont encore observés régulièrement, et certains se sont reproduits avec les sauvages. Donc, ça, c'est vraiment le but recherché, en fait. Il y a vraiment des individus qui ont intégré des groupes de sauvages, Donc, oui, Alors, il faut savoir que il y a à peu près 50% des individus qui survivent. C'est comme ça, dans un relâché. C'est très compliqué pour les mâles, ça c'est sûr. Et oui, mais déjà, c'est une grande victoire d'avoir 50% des individus qui peuvent rejoindre des groupes de sauvages. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok, Ouais, Nina, non, oui. Ouais. Bon, mais alors toi, Nina, quel est ton parcours? Comment es-tu devenue la directrice de l'organisation? Alors, moi, mon parcours, je viens de l'écologie et de l'éthologie, moi aussi. Donc, en fait, j'ai fait un doctorat en écoéthologie. Donc, voilà, je viens de ce monde-là, on va dire. Et j'ai souvent travaillé dans des projets de conservation à l'étranger. Et j'avais rencontré justement donc les nouveaux, on en parlera après, mais les nouveaux gestionnaires de HELP. Je les avais déjà rencontrés à plusieurs reprises dans d'autres projets de conservation. Et donc, ils ont pensé à moi quand ils ont cherché quelqu'un pour ce poste. Se sont dit, voilà, ça lui correspondrait. Et effectivement, c'est un poste qui est à la croisée entre la recherche, le terrain, on va dire, et l'administratif, puisque être directrice, c'est aussi beaucoup d'administratif. Malheureusement, on est plus derrière le bureau qu'on le souhaiterait, mais c'est un peu de tout. Et ouais, voilà. Donc pour toi, ce qui caractérise le poste de directrice d'une organisation comme ça, basée sur le terrain avec autant de missions, et là aussi on va y revenir, c'est la polyvalence? Exactement. Alors là, c'est exactement le terme que j'aurais employé. Ouais, c'est la polyvalence, et je pense que c'est pour ça, j'en suis arrivée moi aussi à un moment de ma vie où, en plus de mon bagage universitaire, il fallait effectivement une certaine polyvalence qu'on acquiert avec la vie, tout simplement. Donc oui, c'est tout à fait ça, c'est la polyvalence. Un jour, on est en train de soigner un chimpanzé. Le lendemain, on est en train de réparer un groupe électrogène, et le surlendemain, on est en train de recevoir la ministre, de rédiger un rapport pour des financements. Enfin, on fait tout de A à Z. C'est très, beaucoup de missions, très diversifiées, et c'est ce qui rend ce boulot palpitant. C'est-à-dire qu'on ne s'embête jamais, il y a toujours des surprises, c'est la polyvalence, et aussi, je dirais, l'aptitude à changer de plan à chaque instant et à trouver une solution. Comme on dit ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Faculté d'adaptation, quoi. Ouais. Bon, et en même temps, toi, Nina, tu n'es pas congolaise, tu ne vis pas à la base au Congo, donc c'est pas difficile, ça, d'avoir finalement un pied en France et un pied au Congo? Alors, difficile, non, parce que je dirais que moi, j'ai eu la chance de grandir. Mes parents étaient des grands voyageurs. Donc, depuis que je suis toute petite, on partait tous les ans avec le sac à dos, 2 mois. Ils me sortaient de l'école, ils me faisaient l'école. Et on partait 2 mois en Afrique, en Éthiopie, au Vietnam, partout. Donc, on va dire, j'ai quand même le goût du voyage, et c'est quelque chose, je me sens assez à l'aise dans les autres, avec une autre culture, d'autres façons de faire. Donc ça pour moi, c'était facile, on va dire, cette partie-là. Enfin, facile, c'est toujours, il y a toujours plein de choses à apprendre, mais c'était pas le plus gros challenge, disons. Le plus gros challenge était personnel, parce que j'ai des enfants en France. Donc ça, c'est plus compliqué. Comme on dit, c'est des métiers passion, mais donc il faut toujours, on délaisse une partie de ce qui nous tient à cœur pour faire quelque chose qui nous tient également à cœur. Bien sûr, ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est… Ouais.
Voilà. Ok, bon alors, en mars 2021, donc après le départ d'Aliet Jamar, l'association Beauval Nature, donc du parc zoologique de Beauval, est devenue le gestionnaire de projet. Et donc c'est Exactement. là que tu es arrivé, tu l'as Oui. évoqué. Donc qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de Beauval, avec Alors, ce avec nouveau l'arrivée de partenaire Beauval, ben ouais. déjà, la structure avait quand même été gérée pendant 30 ans par Aliette Jamar. Donc, c'est Mhm, vrai que voilà, c'est quand même le départ d'une icône. Hein. mhm, Voilà, donc ça. Et surtout, disons, donc, avec l'arrivée de Beauval, on a eu la chose la plus importante, hein, c'est bête, mais c'est un bailleur de fonds qui nous permet d'envisager des projets à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'avant, El Congo, c'était exclusivement, je dirais, les chimpanzés. Donc, c'est déjà un énorme mhm, boulot, hein, parce que mhm, entre ceux qu'on a sur les îles, les sauvages, mais c'était les chimpanzés et beaucoup de projets aussi de sensibilisation. Mais là, on ouvre, en fait, on diversifie nos missions. C'est-à-dire que maintenant, on s'est mis quand même comme objectif principal de faire de la recherche et de la conservation, mais pas que sur les chimpanzés, donc sur plusieurs espèces dans le parc. Donc, par exemple, là, on a mis en place un suivi pour commencer, là, puisque nous aussi, hein, ça fait 2 ans qu'on a repris. Donc, on a mis en place un suivi de la biodiversité par caméra trappe. mhm, Donc, c'est les pièges caméra, là. Donc, on a mis une cinquantaine de pièges caméra pendant 1 an dans la forêt pour essayer déjà d'avoir un inventaire de toutes les espèces présentes dans la zone. Et après, on va cibler certaines espèces et les étudier plus précisément parce qu'il y a des espèces remarquables comme il y a des éléphants, c'est incroyable, des buffles, plein d'espèces d'antilopes, pas mal mhm, d'espèces de singes, hein, parce qu'il y a des mhm. gorilles, des chimpanzés, des mandrilles, des cercopithèques. Enfin, il y a voilà, des chats dorés aussi. Ça, c'est notre Ouais. dernière découverte grâce aux caméras trappe. Des panthères. Oui, voilà, il y a une grande diversité dans la zone. Donc, voilà, maintenant, on veut vraiment élargir notre domaine d'action, pas seulement les chimpanzés. Donc, ça, et on a également mis l'accent sur le développement local. Il faut Mhm. savoir que si on veut conserver, hein, c'est la base, hein, si on veut conserver la biodiversité, il faut que les gens ils aient des sources de revenus alternatifs en fait, à leurs activités qui nuisent à la biodiversité. Donc, comme je vous disais, ELP a été créé il y a 30 ans. Dans cette zone, avant, c'était pas classé comme parc national. Avec le soutien de ELP, justement, hein, Madame Jamar et son équipe ont œuvré, grâce au ministère de l'économie forestière au Congo, enfin cette zone et à la volonté nationale, cette zone a été classée en parc national. Donc c'est le parc national de Conquatidouli. Mais dans ce parc national, il y a forcément des villages et des habitants. Donc on a 14 villages environ et ça fait à peu près 7 ou 8 000 habitants. Et donc, il faut bien que les gens vivent et se nourrissent. Et donc, il y a pas mal de chasse, de coupe de bois, voilà, donc des activités qui, malheureusement, si elles ne sont pas encadrées et gérées, voilà, ça détériore quand même. Voilà, la chasse est assez importante et ça nuit vraiment à la biodiversité locale. Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Mais je me suis perdue, pardon. Non, non, tu étais sur l'émission. Tu étais sur Hein. l'émission et là, tu Ah parlais oui, oui, particulièrement pardon, du pardon. développement local. Et donc, oui. Donc, l'idée, si on veut conserver la biodiversité, c'est de proposer aux populations locales des sources de revenus alternatives. Il n'y a pas d'autre. Voilà, on ne va pas sortir. C'est fini le temps où on dégageait tous les humains de la zone sans tenir compte voilà, des conditions de vie des gens, du fait que ce soit leur terre, leurs ancêtres, leurs traditions. Voilà, ça, c'est fini. La conservation, elle est plus pratiquée de cette sorte-là aujourd'hui. Et donc, on doit trouver des solutions pour fonctionner ensemble et leur donner donc un intérêt à faire autre chose que braconner, couper du bois, pêcher, enfin voilà, des choses qui vont à l'encontre quelque part si ce n'est pas pratiqué de manière raisonnable. Et donc, nous, on a diversifié les projets de développement local. Donc, on a fait, par exemple, des formations villageoises à l'apiculture. Ça, c'est une des choses qu'on a menées l'été dernier, parce que l'apiculture, c'est quelque chose c'est vraiment facile enfin, une fois qu'on est formé, hein, mais c'est quelque chose ça peut ramener ça se vend bien, hein, le miel, c'est une vraie source de revenus. Et puis, les abeilles, enfin, tout le monde sait aujourd'hui le rôle écologique des abeilles au niveau de la pollinisation, c'est très important. Donc, c'est
voilà, c'est double utilité, c'est favorable pour la biodiversité et ça permet aux gens d'avoir d'autres sources de revenus alternatifs à la chasse, quoi. Ouais. Donc, on a développé ça. On a développé un autre projet qui s'appelle le projet 3P, ça veut dire plage propre et protégée. Donc, ça, c'est notre grande fierté de cette année, je dirais, avec le soutien justement de la mairie d'Orléans. Donc, on parlera après de comment on fonctionne peut-être, mais voilà, qui nous a soutenus sur ce projet. On a pu donc embaucher une dizaine de villageois dans 3 villages différents et on a nettoyé les 18 km de plage du parc. Parce qu'il faut savoir que en fait, le parc il se situe au-dessus du fleuve du Congo. Et le fleuve Congo, c'est un immense bassin versant qui ramène donc tous les déchets de Kinshasa, de Brazzaville dans la mer. Et après, ces déchets remontent le long de la côte et s'échouent sur les plages du parc. Donc, on avait des tonnes de plastique. Et il faut savoir que ces plages sont le lieu de nidification de plusieurs espèces de tortues, dont la tortue lutte, par exemple, qui est quand même voilà, une espèce emblématique. Donc, voilà, notre objectif, c'était de nettoyer toutes ces plages et on a sorti 18 tonnes de plastique au cours des 6 derniers mois, qu'on a réacheminé jusqu'à Pointe-Noire et recyclé pour 90% a pu être recyclé dans une entreprise de plastique. Donc voilà, ça c'est génial, ça donne du boulot aux gens, de voir dans les yeux des gens la façon dont ils regardent leur plage. Voilà, on redécouvre la zone parce que c'est magnifique, c'est vraiment des plages incroyables. Il y a des lagunes qui se mélangent où on a des langues de sable avec d'un côté la lagune, de l'autre la mer, la végétation. Enfin, c'est très beau. Et c'était un peu gâché par tous ces plastiques. Donc, c'était super à tous les niveaux et ça donnait du boulot à 10 familles, quoi. Donc, voilà, ce genre de projet. On va faire aussi des plantations pour que les gens puissent avoir du bois sans couper en fait le bois des forêts-galeries. Donc voilà, l'idée c'est de diversifier les projets de développement local qui permettent aux gens donc de mieux vivre tout en préservant la biodiversité locale. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment notre cheval, je ne sais pas comment on dit, mais notre combat de ces prochaines années. Ouais. Ça et la sensibilisation aussi. Ouais. Mais ça, elle le faisait déjà depuis longtemps. Madame Jamar avait aussi... mais on continue, on fait des projets de sensibilisation dans les écoles du parc et à Pointe-Noire. Ouais. On les amène voir les chimpanzés, on leur fait pour les sensibiliser à l'environnement, les problèmes de ressources, de gestion, de la biodiversité, tout ça. Ouais. Bon, mais tu as parlé de recherche aussi, et tu me parlais notamment d'un projet sur lequel vous êtes en ce moment et pour lequel vous avez une demande de financement en cours. Tu peux nous en dire un mot ? Ben oui, oui, on peut parler de ça justement. C'est intéressant que les gens se rendent compte. Donc, par rapport à notre structure, en fait, l'arrivée j'y viens, l'arrivée de Boval Nature, en fait, nous a permis d'avoir un bailleur de fonds fixe. Parce que, comme tout le monde le sait, c'est très difficile pour des associations de conservation de la biodiversité. Trouver des fonds, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est pour ça qu'on pratique également l'écotourisme. Ça nous aide en fait à fonctionner. Bien sûr. Voilà. Mais ça ne nous fait pas vivre, il faut être honnête. On a aussi heureusement des donateurs, des parrains, des gens qui s'investissent pour cette cause-là. Mais Boval Nature aujourd'hui nous permet d'assurer, on va dire, au plus que 70% de notre fonctionnement. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de diversifier aussi nos actions parce qu'on a un appui qui est vraiment indispensable pour notre fonctionnement. Mais pour compléter cette source-là de rentrée financière, c'est aussi une partie de mon boulot et de mes collaborateurs. On fait des demandes de subventions auprès d'autres organismes. Et donc là, on a fait une demande de subvention auprès des PPI, donc des projets de petites initiatives de l'UICN, pour une étude sur le lamantin. Parce que c'est une espèce qui est très peu étudiée, très peu connue et surtout, il y a plusieurs sous-espèces et cette sous-espèce-là, donc, n'a jamais... il y a très peu de données dessus, il n'y a pas eu d'études menées et on s'est rendu compte qu'il y en avait à Conquati et donc, on a monté un projet pour essayer d'être financé pour essayer d'estimer la population, les zones de présence. On a en ce moment même une étudiante qui est sur le terrain en train de faire toute la cartographie de la lagune. Donc, l'idée, si je peux vous en dire un mot, c'est elle doit en fait, l'idée, c'est de proposer une carte qui nous présente les zones qui sont propices à la présence de l'espèce.
Donc, on fait toute la bathymétrie de la lagune, la profondeur, la salinité, le pH. Enfin, on essaie de caractériser tout le milieu. On caractérise la végétation qu'il y a sur le bord parce que les lamantins broutent en fait les herbiers sur le bord de la lagune. Alors Nina, justement, un petit mot peut-être pour celles et ceux d'entre vous, nos spectateurs qui ne savent pas, c'est quoi un lamantin? Ah, un lamantin, ben, c'est une espèce de mammifère aquatique qui ressemble à un dauphin qui aurait mal vécu son… Non, non, c'est un peu plus… On appelle ça aussi la vache de mer ou Ouais. le cochon d'eau. Dans la langue locale, la traduction, c'est cochon d'eau. Donc, Ouais. c'est voilà, c'est un mammifère marin. Ben, pour les curieux, vous irez voir sur Internet. Ouais. Mais voilà, c'est un mammifère marin. Ouais. Et donc qui est assez gros. Hein, voilà, ça peut faire 4 mètres. Enfin, voilà, c'est assez gros. Et c'est principalement, il broute les herbiers donc, pour se nourrir qu'il y a sur le côté de la lagune. Il va aussi manger quelques petits poissons, mais voilà, principalement, c'est un herbivore. Ouais. Un herbivore. Et donc, voilà, on essaie de caractériser son milieu, de savoir où est-ce qu'il peut être présent. Donc, on a des caméras aquatiques. Donc, ça, c'est génial. On pose des caméras dans plusieurs endroits. Et donc, on a eu déjà 5 ou 6 films, là, en un mois, de lamantins qui viennent se nourrir. Voilà. Donc, on essaie de… L'idée, c'est de savoir où ils sont présents, d'avoir alors c'est compliqué, hein, mais d'avoir un ordre de grandeur, disons la taille de la population, de connaître un peu plus les mœurs de ces espèces, et tout ça dans le but de mettre en place après des pratiques locales qui sont en faveur de l'espèce. Parce qu'il y a beaucoup de pêche dans ces lacs, Ouais. et donc d'essayer de voir qu'est-ce qui peut nuire aux lamantins et comment, avec les pêcheurs, on peut mettre en place d'autres façons de fonctionner pour favoriser au maximum. Voilà. Si on se rend compte, par exemple, qu'ils migrent, est-ce qu'ils utilisent les parties marines ou pas? Est-ce que chaque individu reste très localement dans une zone, en fait, ou est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve dans tout l'ensemble des lacs? Enfin, c'est plein de questions qui, d'un point de vue écologique, vont permettre aux gestionnaires d'avoir les infos pour faire les bons choix de gestion, en fait. Parce que donc Conquati est maintenant, en fait, juste 2 mois après à peu près que Beauval, ou un peu plus, mais est repris Help, il y a justement des nouveaux gestionnaires qui sont arrivés pour gérer le parc national de Conquati-Doli. Donc, c'est l'ONG Noé, qui est une ONG française également. Et donc, voilà, nous, notre but, en fait, c'est d'avoir toutes ces connaissances pour leur donner les clés pour faire des choix de gestion qui vont être le plus favorables possible aux différentes espèces. Oui, alors justement, Arnaud Grette, qui est le fondateur et le président de Noé, a répondu il y a déjà, je pense, environ 2 ans à mes questions dans une des newsletters précédentes. Mais alors justement, là aussi, tu nous as donné plein d'infos, mais comment se passe le quotidien de l'association sur place, en fait? Comment fonctionne simplement la structure en termes d'équipe, en termes de logistique? À quoi ressemble une journée de Help pour toi et pour ton équipe? Alors déjà, il n'y a pas de journée type, hein, parce qu'il y a toujours des imprévus. Non, comme on disait, adaptabilité. Non. En fait, déjà, il faut savoir, on est basé, comme vous l'avez dit, là, je suis à Pointe-Noire. Donc, on a un bureau à Pointe-Noire qui nous permet d'accueillir les éventuels touristes qui veulent venir faire de l'écotourisme chez nous, et surtout d'assurer la logistique du ravitaillement du camp. Parce que donc, le camp de Help se situe à 130 km de Pointe-Noire. Alors, ça ne semble pas beaucoup, mais quand c'est 130 km de piste et qu'il pleut, et bon, c'est pas toujours facile de regagner en fait le camp principal en forêt. Et il faut on est une quinzaine de personnes sur le camp, et on a 21 chimpanzés aujourd'hui. Donc, il faut savoir que les 21 chimpanzés vont consommer 1 tonne de fruits par semaine. Donc, il faut qu'on achemine 1 tonne de fruits par semaine pour nos chimpanzés des îles, et de quoi nourrir aussi l'équipe et tous les matériaux dont on a besoin pour entretenir le camp. Voilà. Donc, c'est une sacrée logistique. Et donc, ce bureau de Pointe-Noire va nous permettre, donc, 1 fois par semaine, on a un véhicule qui va venir sur le camp. Donc, c'est le samedi. Le samedi, c'est le ravitaillement. Donc, tout ce dont on a besoin pour la semaine à venir vient en camion. Donc, c'est 7 heures de piste, on doit passer la rivière avec un bac. Enfin, c'est l'aventure, en fait. C'est génial. Même le trajet en lui-même, c'est déjà un voyage, quoi. Et donc ça ravitaille le camp en forêt.
Et donc, dans ce camp et en forêt, donc on a ce camp principal qui est notre base, où donc on est en permanence une dizaine, puisqu'on est 15 dans l'équipe, mais bon, entre ceux qui sont en repos, ceux qui, voilà, les gens des familles, donc on tourne, hein, on a un rythme en gros, 3 semaines en forêt, 1 semaine de récupération, c'est à peu près ça le rythme. Et donc l'équipe fonctionne sur place, donc la chose qui est inévitable, c'est le nourrissage des chimpanzés, parce que ça, c'est notre plus grande responsabilité, et ça, ben, on n'a pas le choix. Il faut savoir que ces chimpanzés, ils sont sur des îles qui ne sont pas petites, hein, parce qu'on a une île de 5 hectares, une île de 15 et une île de 25. Donc, bon, c'est quand même des grandes îles pour la plupart, mais il n'y a pas de... C'est des mangroves, donc ils ne peuvent pas s'alimenter tout seuls, en fait. Il y a quelques fruits, mais sur un cycle annuel, ça ne suffit pas du tout. Donc, si on ne les nourrit pas, ben, voilà, ils n'ont rien à manger. Donc, ça, c'est vraiment notre gros challenge, quoi. Et donc, tous les jours, les soigneurs préparent les fruits, mettent tout ça sur les bateaux et on va nourrir donc les 3 îles 2 fois par jour des chimpanzés. Donc, ça, c'est le cœur, voilà, de notre activité. Mais à côté de ça, ben, il y a plein d'autres choses. Donc, on a aussi un campement à 1h30 de bateau en forêt, qui est notre campement scientifique. Donc là, ben, c'est depuis ce poste-là que sont menés tous les projets de recherche, les projets caméra trappe, les suivis des chimpanzés. Donc ça, c'est aussi une partie de l'équipe qui va fonctionner dans cette zone-là. Après, on a l'entretien du camp, parce que ça, c'est une grande problématique. En fait, le camp, il est situé dans un endroit qui est génial parce qu'on est à la croisée de plein de différents écosystèmes. Il y a la savane, la forêt, la mer, la lagune, les rivières. Voilà. Mais donc, il y a les savanes. Et les locaux ont une habitude qui est de brûler les savanes. En Afrique, c'est quelque chose qui se pratique. Ils brûlent les savanes régulièrement. Et donc, nous, sur notre camp, on a une forêt ça, c'est un des gros boulots aussi qu'a accompli Aliette Jamar au cours de ses 30 ans, c'est qu'elle a replanté une forêt d'une 50aine d'hectares autour du campement principal. Et donc, si on ne fait rien, les feux de savane, tous les ans, dévastent tout. Et donc, nous, on doit entretenir des énormes coupe-feux, c'est-à-dire c'est des zones de 5 mètres de large qui sont exempts de végétation, quand on passe le rotophile, hein, tout simplement, enfin, voilà. Et pour que quand les feux arrivent, ça stoppe le feu et que donc cette zone-là ne soit pas brûlée. Parce que ces zones-là sont des zones refuges, en fait, pour les espèces sauvages. Et donc ça, c'est aussi un gros boulot d'entretenir tous ces coupe-feux. Et justement, on est super content parce qu'on a fait une petite étude là sur le camp, on a mis aussi des caméras trappes et on s'est rendu compte que cette forêt, qui est donc une forêt complètement artificielle puisqu'elle a été replantée, hein, avec des espèces locales aussi, mais elle abrite quand même pas mal d'espèces locales. On a des citatungas qui viennent, ce sont des antilopes. On a vu des chimpanzés sauvages déjà, on a des génètes, des civettes, des éléphants. Enfin, voilà, elle joue vraiment le rôle de zone de refuge un peu pour les espèces, parce qu'il y a quand même pas mal de villages autour, donc ils sont chassés. Enfin, c'est pas si facile de trouver des zones où ils ne sont pas embêtés. Donc ça, voilà, ça c'est aussi une grosse partie de nos actions, c'est les plantations. Donc on replante, il faut arroser, enfin c'est beaucoup de boulot également. Donc on a pas mal de missions et enfin bien sûr l'écotourisme parce que voilà, faire visiter aux gens, leur faire découvrir toute cette zone, c'est du boulot aussi. C'est un plaisir, mais c'est du boulot. Donc voilà, en gros, ça c'est nos différentes missions sur place. Bon, alors pour parler de l'écotourisme, c'est vrai que ça fait plus d'1 an maintenant que nous avons travaillé à la préparation d'un nouveau voyage Saïga avec vous et chez vous. En fait, le but, c'est vraiment d'aller au sein de l'association et de vos activités sur place. Est-ce que tu veux bien nous raconter, étant sur place et ayant les sensations et les émotions qu'évidemment il est difficile d'imaginer à distance, ce que tu considères comme étant les choses les plus pertinentes peut-être pour nos visiteurs. Qu'est-ce que nos visiteurs vont découvrir en participant à ces voyages, dont le premier d'ailleurs est programmé pour le mois de juillet? Ils vont en prendre plein les yeux. Non, c'est un endroit qui est, comme je disais, déjà au niveau paysage, c'est incroyable parce qu'il y a une diversité. Dans la même journée, on passe de la savane à l'embouchure où on a une mer magnifique, une lagune où on peut se baigner. On remonte une rivière, on est en pleine forêt. Donc voilà, les paysages sont très diversifiés, très beaux. Donc ça, c'est vraiment déjà, voilà, rien que ça, c'est incroyable.
Et après, je dirais quand même que même si ça, c'est phénoménal, le plus important, c'est l'immersion, en fait, c'est de vivre un peu ce qu'on vit, de voir un peu ce qu'est la réalité des gens de l'asso tous les jours, quoi. Parce que les gens qui vont venir avec nous, ils vont participer à nos activités, ils vont aller avec nos soigneurs, préparer. Voilà, l'idée, c'est qu'ils passent à peu près entre un tiers de leur temps à être soigneurs eux-mêmes, hein, donc à accompagner pour le nourrissage des chimpanzés. Donc ça, c'est quand même quelque chose, voilà, ça c'est pour ceux qui aiment, c'est incomparable. Donc ça, c'est une partie. Mais c'est aussi, comme je disais, voilà, de fonctionner avec les gars, de voir toute la diversité des projets et aussi de fonctionner avec les locaux parce que, comme je disais, on a plusieurs villages autour, donc c'est de découvrir un peu comment les gens fonctionnent. On avait justement dans le séjour, on a mis en place avec le village d'à côté qui est une soirée de rencontre avec les villageois, pour présenter aussi les danses locales. Voilà, donc c'est l'humain, disons, l'humain est quand même très important là-dedans. Et puis notre équipe est on est une petite équipe, donc ça permet voilà, c'est très humain, c'est à échelle, voilà, on n'est pas noyé et on est très différents. On vient de 4 pays différents hein, dans l'équipe. Il y en a de RDC, du Congo, de France, de Hongrie. On a tous des niveaux d'études ou d'expérience très variés. Donc voilà, l'humain est au cœur, je dirais, de tout ça. Et c'est principalement ça. Et les infrastructures sur lesquelles vous avez beaucoup bossé là, ouais, au cours des derniers mois, évidemment. On a bossé. On a bossé. Ouais, là, ça fait 2 ans, on a rénové en fait tout le camp. On a rénové tout le camp en 2 ans et on a construit des nouveaux bungalows qui sont super sympas. Donc, c'est des chambres individuelles avec des terrasses, avec vue sur la lagune. Voilà, on a l'électricité. Alors ça aussi, on est loin de tout, donc il faut, voilà, chaque chose est importante. Ouais. Donc on a l'électricité grâce à des panneaux solaires. Donc ça c'est on a refait tout le système solaire. Donc ça c'est voilà, c'est le luxe pour nous. Ouais. Et par contre l'eau, on pompe l'eau en fait dans une petite source à côté. Donc, en fait, c'est beaucoup de logistique. Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de logistique derrière pour arriver à fonctionner. Mais du coup, ces bungalows, maintenant, ils ont des douches individuelles avec l'eau, les lecs, une super vue. Donc, on a tout décoré nous-mêmes, on allait acheter des petits trucs au marché. Enfin, voilà, on va essayer de... voilà, on a envie que les gens découvrent notre projet et qu'ils repartent contents. Bien sûr. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange lors d'un voyage chez Help? Alors, les Congolais aiment beaucoup la viande. Pour un Congolais, un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Donc, nous, sur place, on mange du poisson, puisqu'on est en bord de... Enfin, si on peut, on mange du poisson. Et en fait, on a justement un cuisinier maintenant pour accueillir justement nos visiteurs. Hein. Et on mange de tout. C'est-à-dire que ce cuisinier, ils sont 2 à se relayer, ils sont très bons parce qu'ils savent cuisiner et local et on va dire à l'européenne. Donc, on mange quand même des choses simples. Hein. On est quand même en forêt, rappelons-le. Mais l'idée, c'est justement que ceux qui viennent chez nous puissent choisir, en fait, selon leur goût, mais de découvrir quand même aussi les spécialités locales, quoi. Un des plats, par exemple, typiques au Congo, c'est le 3 pièces, ils appellent ça. Donc, c'est de la viande avec une sauce à la pâte d'arachide. C'est délicieux. Ils mangent du manioc aussi, beaucoup. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est l'occasion de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Et oui, principalement, voilà. On ne mange pas de viande de brousse, bien sûr. J'imagine. Et, ouais. Okay. Non, mais on mange bien maintenant depuis qu'on a. Pour nous aussi, ça c'était c'était une bonne nouvelle. On est content de les accueillir. Ouais. Et et les gens sont. Enfin, je dirais ce qui est super au Congo, c'est que c'est zen, quoi. C'est un pays où on se sent hyper en sécurité. Les gens sont gentils. Il n'y a pas de... Voilà, il y a certains pays africains qui peuvent être un peu plus... pas comment dire, mais il y a une petite tension quand même. Au Congo, pas du tout.
Les gens sont vraiment, voilà, c'est un plaisir, ils sont ouverts, ça parle facilement, on échange, voilà, donc Ouais. non, c'est assez plaisant. Il pleut quand même un peu, hein, mais il fait souvent beau aussi. C'est Ouais. quand même bon. Mais même quand il pleut, il fait pas froid, alors c'est pas Ouais. grave. Ouais. On est juste mouillé, mais c'est pas gênant. Ouais. Non, c'est une aventure vraiment, je dirais, humaine avant tout, mais pas que. Et bien sûr, on oublie, là, je parle des humains et tout ça, mais c'est quand même aussi la biodiversité, quoi, parce que, voilà, il y a les chimpanzés, donc ça, Mais on a aussi, on peut toujours rencontrer un éléphant, un gorille en se baladant. Voilà, donc il y a beaucoup d'oiseaux. Les Ouais. oiseaux, c'est beaucoup plus facile à observer. Et il y a pas mal d'oiseaux. On a des grilles du Gabon qui sont Ouais. partout au-dessus du camp, des ibis, des calaos. Ça devient presque un calao. Non, mais voilà, Ouais. il y a pas mal d'oiseaux, des vautours palmistes, enfin, il y a pas mal d'oiseaux. Un petit chacal qui traverse quand on roule de nuit. Ouais, il y a aussi voilà, la biodiversité, c'est quand même. Et puis les arbres. Parce que biodiversité, c'est aussi les végétaux. Hein. Quand on est en forêt, il y a des arbres Ouais. incroyables, immenses, magnifiques. Ouais, non, Ouais, ok, c'est un Nina. Bah plaisir écoute, chaque jour. C'est un plaisir chaque jour. ouais. Merci pour ce partage. Avec Je ne suis plaisir. jamais encore allé vous voir, mais incontestablement, ce que tu viens d'ajouter me donne plus envie encore. Donc, Eh merci bien, infiniment. Est-ce que tu vois quelque chose que tu aurais oublié ou que tu souhaiterais ajouter, en sachant évidemment que maintenant, on va mettre fin à cet enregistrement, mais que nos spectateurs vont pouvoir poser leurs questions? bah, non, on pourrait en parler des heures, mais C'est juste, ça? venez Ouais, voir. ouais. Ok, ok, Voilà. Nina, super. Eh ben, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé pour cet entretien. Donc, on a réalisé afin de prévenir la pluie possible lors de l'enregistrement du direct. Donc, évidemment, on va se retrouver dans quelques jours pour le direct. Et puis, bah, ce que je peux mentionner avant de risquer d'oublier, c'est le site internet de Help, hein, qui est donc help-du-6, le tiré du milieu, congo.org, qui est le nouveau site internet sur lequel, évidemment, vous trouverez toutes les infos dont certainement déjà beaucoup de choses que tu as mentionnées, mais voilà, le site est récent et très bien fait, et ça donne là aussi envie d'aller sur place avec des photos très chouettes et des interviews. Ok. Eh bien, Eh ben, merci Nina, à bientôt. avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bien. Alors, si tout se passe bien, Nina et moi, nous sommes revenus à l'écran. Ça semble être le cas. Merci encore, Nina, vraiment de t'entendre raconter comme ça. C'est mieux encore que de t'avoir entendu en direct finalement, parce que là, j'étais spectateur et ça a été un vrai plaisir. Tu transmets ta passion avec beaucoup de spontanéité et de facilité. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a, en revoyant ces images et donc les réponses à mes différentes questions, est-ce que tu vois quelque chose qu'à présent tu aimerais ajouter déjà? Non, après, des fois, je dis des bêtises dans la. Mais non, 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 comme ça, non, allons-y. S'il y a des gens qui ont des questions, je suis partante. D'accord. Alors, ce que je te propose déjà, avant d'y venir, c'est de parler un instant de l'environnement autour de toi, puisque là, enfin, au cours de l'entretien qu'on a enregistré et qu'on vient de voir, tu étais à Pointe-Noire, donc dans la capitale. Tu en as parlé, c'est là que vous allez évidemment vous ravitailler, puis j'aurai d'ailleurs une question sur le sujet. Mais là, autour de toi, donc, tu es sur le site de Help. Donc ça, c'est représentatif d'un des chalets ou d'une des maisons dans lesquelles nos visiteurs vont loger? Ici, là, donc, on est dans la partie staff. Ouais. Et oui, c'est tout à fait ce genre de construction, sauf que nous, on n'a pas la vue sur la lagune. Nous, comme vous pouvez voir, on est voilà, au milieu de la forêt. Donc, bon, c'est pas mal aussi, hein, on ne se plaint pas. Mais oui, après, c'est tout à fait ce genre de construction. Hein, c'est des petits. Attendez, peut-être je peux vous montrer là-bas. Voilà, vous voyez, c'est des Volontiers. petits bungalows. Voilà, on est pas mal. Ouais. Oh mince, Non, non, qu'est-ce que j'ai tout va fait? bien. Tout va Ah, bien. c'est bon, Tu es pardon. toujours là. Non, non, très bien. Bien. Et le hamac, c'est représentatif de chacune de ces maisons? C'est un endroit où Oui, les tout le monde visiteurs... a, Ouais. ouais, tout le monde a son petit hamac.
C'est plaisant, hein. Sûr. Ok, Mm. alors, Nina, on a une question de Paul qui revient sur Ouais. ce que tu as mentionné tout à l'heure au sujet du relâcher des chimpanzés et qui demande pourquoi Mhm. les mâles ont-ils plus de difficultés lors de leur remise en liberté? Pourquoi est-ce plus difficile pour un mâle que pour une femelle? Ben, parce qu'une femelle, elle va être prise dans un groupe, en fait. C'est des groupes qui sont souvent composés d'un mâle dominant. Après, il peut y avoir des jeunes mâles dedans, mais en général, voilà, c'est un mâle dominant et plusieurs femelles et des jeunes mâles. Donc, effectivement, des mâles adultes, ben, ils vont avoir plus, ils vont se bagarrer souvent avec les autres mâles qui sont sur le même territoire. Donc, ce sera plus compliqué pour eux de s'intégrer au groupe. Alors que les jeunes femelles sont facilement, voilà, facilement intégrées. Ok. Bon, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Nina, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, les écrire dans la partie questions-réponses qui est en bas de votre écran. Moi, je me posais une question sur la logistique, donc cette tonne de fruits qu'il faut acheminer sur site chaque semaine. Comment ça se passe concrètement en fait? Ouais. Comment est-ce que vous achetez les fruits? Quels fruits sont choisis? Sur quelle base? Comment ça se passe dans le détail? Alors, dans le détail, alors déjà, on essaie d'acheter le plus de fruits localement. Mais voilà, il y a pas assez localement parce que localement, ils ont juste une ou deux variétés en fonction de la saison. Donc, on peut acheter des mangues, des papayes, du maïs, quelques pastèques. Donc, voilà, on n'aura pas du tout assez en fait pour nourrir nos chimpanzés. Mais dans nos objectifs de développement local, effectivement, on a fait le tour des villages, on leur a expliqué. Et donc, tous les mercredis, moi, je reçois des coups de téléphone des villageois alentours qui me disent bah, tiens, moi, là, j'ai 2 sacs de pamplemousse. Tiens, cette semaine, c'est les pamplemousses. Et donc, on essaie d'acheter localement. Mais bon, ça représente à peu près 10%. On arrive à trouver une centaine de kilos par semaine, pas plus, parce qu'on ne peut pas donner qu'une seule variété de fruits aux chimpanzés. Donc, on essaie de diversifier l'alimentation. Donc, on achète quand même en fonction des disponibilités. Hein. Donc, ce n'est pas toute l'année les mêmes fruits, mais il y a des impondérables comme la papaye, les aubergines, les concombres. Et après, donc, ça va être avocat, ananas, mangue, fruits de la passion, des patates douces, du maïs, comme je le disais, des figues. Enfin, voilà, on a en permanence, toutes les semaines, on a au moins 10 variétés de fruits différentes. Et donc, pour acheminer, enfin, pour acheter tous ces fruits, on va au marché, hein, tout simplement. Donc, l'équipe de Point Noir va au marché le vendredi. Et on a aussi un fournisseur ou deux qui sont réguliers parce que ça permet aux gens d'être sûrs que leur production va être achetée. Donc voilà, on a 2 fournisseurs réguliers pour concombres, aubergines et papayes. Et le reste, et fruits de la passion. Et le reste, on va au marché. Mhm. Ok, alors ce sont des productions locales. Je veux dire, par là, on parle de production locale chez Mm. nous, en fait, mais par local, j'entends dans un rayon de combien, en fait, est-ce que les fruits sont Alors, ramassés autour des non, ce que marchés? nous, Tu on as une idée? prend, ça peut aller assez loin. Alors, pas Ouais, trop, parce que sinon, c'est pas rentable non plus pour les producteurs. Hein. S'ils ouais, doivent faire trop de transport, ça coûte trop cher. Donc, mais c'est dans un rayon de 100 à 200 kilomètres, quoi, quelque chose comme ouais, ça. ok. Ouais. Et que se Mm. passe-t-il quand un des chimpanzés des îles est malade? Et bien justement, on a eu le cas là. Alors, quand il est malade, si on arrive parce que donc les chimpanzés, on les approche quand même assez près. Donc, on peut les observer, on peut vraiment voir ce qui se passe. Là, concrètement, voilà, moi, depuis que je suis là, on a eu 2 cas. Parce que heureusement, ils sont pas trop malades non plus, comme ils sont bien nourris et que bon, voilà, et que c'est quand même des espèces assez rustiques hein, malgré tout. Donc une fois sur l'île de Yombé, donc une île où il y a un mâle et 2 femelles, les individus ne venaient plus au nourrissage. Donc pendant deux jours, personne au nourrissage. Donc là, on commence vraiment à s'inquiéter. Et sur cette île-là, voilà, en fonction des individus, on va réagir différemment. Donc sur cette île-là, les individus sont plutôt cool. Et donc, on est rentré sur l'île. Alors, on est rentré, on était un peu nombreux hein, pour être sûr si jamais il se passe quelque chose. Mais on est rentré sur l'île pour voir ce qui se passait. Et on fait appel, bien sûr, à un vétérinaire hein, dans ces cas-là, qui vient avec nous, qui observe. Et on en a conclu qu'ils avaient
une forme de grippe ou voilà, une maladie de ce type-là qui nécessitait. La seule chose qu'on pouvait faire, en fait, c'était leur donner des antibiotiques et voir si ça passait. En fait, hein, on procède toujours comme ça aussi. Hein, donc, ils ont eu un traitement antibio. Donc, ça, c'était assez facile puisqu'on les nourrit. On leur a mélangé leur traitement avec un peu de miel ou du yaourt. Et on leur donne les pots individuellement. Ils boivent. Et donc, ça, c'était assez simple. Et effectivement, au bout de 5 jours, tout le monde voilà, avait la forme et était de retour au nourrissage quotidiennement. Donc voilà, ça s'est réglé comme ça. Par contre, on a un autre, d'autres fois, voilà, c'est plus compliqué. Et là, on a justement, sur une autre île où on a 3 mâles, on a un de nos mâles qui arrivait un matin avec une jambe voilà, qui répondait plus là. Et donc, au début, on se demande toujours si ça va se remettre ou pas, parce que les chimpanzés ont quand même une bonne capacité de guérison. Et donc, il s'alimentait correctement, mais au bout de quelques jours, on a vu qu'il se déplaçait de moins en moins. On a commencé à vraiment s'inquiéter. Et dans ces cas-là, on a fait appel, donc on a un autre institut, un institut Jane Goodall à côté. On a fait appel à eux pour qu'un vétérinaire, leur équipe, vienne nous aider. Et on a dû anesthésier les 3 individus en fait de l'île parce qu'on ne peut pas justement rentrer. Enfin, c'est compliqué de rentrer sur cette île-là. Il y a 3 mâles, donc dont un qui est qui est un peu compliqué. Et donc on a dû anesthésier les 3 pour pouvoir sortir le chimpanzé malade. On a remis les 2 autres et on a gardé donc le chimpanzé malade dans une infrastructure qu'on a sur le camp pour lui faire une radio, voir ce qu'il avait et pouvoir ensuite le remettre sur l'île, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, justement, pour pallier à ça, on est en train d'installer des barges, donc des structures flottantes qu'on va accoler aux îles et on veut entraîner les chimpanzés à venir se nourrir dessus pour qu'on puisse après plus facilement, justement, gérer en cas de problème. Ouais. D'accord. Ouais. OK. Bon, et alors je sais que les protocoles de nourrissage ont changé, en particulier pour ce qui est des visiteurs. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que nos visiteurs à présent, en tout cas ceux qui viendront sur le site au cours des prochains mois, pourront faire? Donc jusqu'où est-ce que les visiteurs peuvent aller par rapport à des soigneurs qui font partie de ton équipe? Alors, en fait, avant, effectivement, on donnait la nourriture à la main. Mmh. Mais avec l'arrivée du Covid, tout ça, c'est plus possible parce que, bien sûr, les maladies se transmettent. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est en bateau et le bateau est positionné, alors selon les îles, mais il est à quelques, voilà, ça peut être entre 5 et 10 mètres des chimpanzés, quoi. Et donc, on prépare la nourriture et les soigneurs, avec un canoë, amènent des grandes marmites pleines de fruits aux chimpanzés. Et donc, les visiteurs, ils seront avec eux. Alors, il y a certaines, par exemple, les bananes, on peut nous-mêmes les envoyer aux chimpanzés parce que voilà, ils aiment bien aussi sur l'île. C'est une façon de répartir équitablement parce qu'il y a toujours une dominance dans le groupe et la banane reste quand même un des mets de prédilection. C'est pas une légende. Oui, c'est ça, c'est pas une légende. Disons, c'est pas une légende, bien que naturellement dans les habitats ici, dans la nature, il y en a pas. Hein, donc, donc voilà, c'est assez. Mais ils adorent ça, c'est très sucré, voilà. Et donc, ce sont les soigneurs qui répartissent en fait pour qu'on soit sûr que tout le monde en ait. Donc ça, par exemple, nos visiteurs le feront également, quoi. Voilà, ils seront avec eux. Ouais. OK. Bon, alors maintenant, il y a Clémentine qui aimerait aborder la question du brûlis, en fait, et qui demande pourquoi les locaux brûlent les savanes. Ah, ça, c'est une très bonne question. Dans beaucoup d'autres pays, en fait, ils brûlent souvent pour avoir une régénération de l'herbe, en fait, des graminées qui sont présentes sur le sol, pour l'élevage principalement, parce que les troupeaux, du coup, ont une herbe fraîche à consommer. Ici, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas d'élevage dans le parc national de Konkwati. Et donc, on se pose un petit peu nous-mêmes la question. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. Une des raisons, c'est les champignons. En fait, en septembre, il y a des champignons qui poussent et si le sol a été brûlé dans le mois d'avant, effectivement, l'herbe est encore
rase, et donc on voit les champignons et on peut les ramasser facilement. Donc ça, c'est une des raisons. Après, c'est aussi parce que quand les herbes sont très hautes, on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. Et moi, je pense que c'est rassurant, en fait, pour les populations qui se déplacent à pied, de nuit. Voilà, l'herbe rase permet de voir ce qu'il y a autour. Et donc, voilà, je pense que ça a une fonction rassurante. Et après, les gens, je dirais, ils ont toujours fait comme ça et ils continuent à faire comme ça. Mais des fois, parce que bon, c'est quelque chose qu'on a cherché nous-mêmes à comprendre parce qu'on aimerait vraiment que ça s'arrête. Parce que d'un point de vue de la biodiversité locale, c'est vraiment une catastrophe en fait, hein, pour les insectes, les oiseaux nicheurs, parce qu'ils brûlent plusieurs fois dans l'année l'intégralité des savanes. Hein. Et voilà, on est un peu dubitatif des fois sur les raisons, mais c'est quelque chose qui est ancré assez profondément et on a vraiment du mal à faire changer les mentalités sur cette pratique-là. Ouais. Okay. Bon, alors, encore une question de ma part. Cette fois, tu as abordé tout à l'heure dans l'enregistrement ton équipe. Donc, je sais que ton équipe est composée de personnes issues localement, en tout cas, et d'autres venant de loin. Et comme c'est un métier qui peut faire rêver certaines personnes, d'abord, peux-tu nous dire un mot de plus sur ton équipe? Et puis ensuite, quelles sont les conditions pour faire partie d'une équipe comme la tienne? Alors, un mot de plus sur mon équipe. Pour vous dire, on est donc en tout, on est 15, comme je disais. On est 3. Alors, il y a 2 Français, un Hongrois. Et après, les Congolais sont recrutés. Certains viennent de Pointe-Noire, de la ville, et d'autres sont recrutés localement. En fait, ça dépend si on arrive à trouver localement les compétences dont on a besoin, bien sûr, on privilégie le recrutement local, hein, puisque c'est le but de faire vivre la zone. Et bon, des fois, sur certaines compétences un peu plus spécifiques, on a fait appel à des personnes qui viennent de Pointe-Noire. Donc, voilà. En gros, on a 3 soigneurs attitrés. On a un mécanicien parce que, mine de rien, voilà, il y a quand même entre les bateaux, les groupes électrogènes, les rotophiles, enfin, on a pas mal de machines. On a deux guides conducteurs de bateaux, un chauffeur, et après, tout le monde est polyvalent. Comme je disais, on fait tous un peu tout, hein, mais voilà. Et 2 cuisiniers, donc maintenant, qui se relaient. Et des guides de forêt aussi, pour justement nos parties recherche au triangle, dans la partie forestière. Donc voilà pour l'équipe. Et les conditions pour nous rejoindre, soit être congolais et motivé et avec des compétences au moment où on recherche la personne. Et sinon, c'est principalement quand même des gens issus du monde scientifique et de la conservation. Puisqu'on a un chef de camp qui est quelqu'un qui est primatologue, et notre responsable scientifique au Triangle, qui également, il a travaillé pendant longtemps avec les gorilles, notamment sur le projet Aspinal au Gabon. Donc, oui, je dirais avoir des compétences au niveau de la gestion de la biodiversité. Et, voilà. Très bien, merci Nina, parce que c'est une question qu'on nous pose également, finalement, d'une manière assez régulière. Comment est-ce que je peux aller sur le terrain et travailler avec la faune? Et en effet, c'est pas facile. Mais voilà, tu as donné ta réponse. Après, on peut aussi prendre des bénévoles de temps en temps. Alors, c'est vrai, comme on relançait l'association, pour l'instant, on n'a pas pris là depuis que je suis là. Mais depuis toujours, HELP a fonctionné grâce à l'aide des bénévoles aussi. Donc ça, c'est une chose qu'on étudie pour relancer. Et on a en permanence un soigneur de Beauval qui est avec nous. Voilà, Beauval, pour nous soutenir aussi, nous envoie un soigneur. Donc tous les 4 mois, on a un nouveau soigneur qui vient pour prêter main forte à l'équipe. Et puis, ça nous permet d'échanger, de mettre un peu de sang neuf, comme on dit, une dynamique nouvelle à chaque fois. Donc, c'est assez... voilà. Oui, et puis c'est une formidable expérience pour un soigneur. Tout à fait. Sinon, évidemment, en parc zoologique, ouais. Bien sûr. Ouais.
c'est un chouette complément pour eux et eux, ils ont quand même des compétences qui nous sont aussi utiles. Bien sûr, ouais. Ok. Ok, Nina, bah, écoute, ça fait 1 heure, donc on peut considérer les questions, il n'y a plus de questions, donc on peut considérer qu'on arrive au bout de cet entretien. Donc merci infiniment pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta spontanéité et puis la passion que tu transmets. Je le répète, pour ma part, ça fait très envie. Bien entendu, j'espère que je pourrai venir vous voir prochainement. Et puis surtout, pour vous qui nous écoutez, qui nous voyez aujourd'hui, bah, ce voyage est maintenant disponible. Hein, il est en ligne sur le site de SAEGA. Donc, vous pouvez prendre connaissance du programme détaillé, vous pouvez vous poser des questions. Je peux bien sûr vous parler directement au téléphone et ça nous ferait bien entendu très plaisir que vous puissiez partir là-bas. Et comme le dit Nina, je ne doute pas que vous seriez émerveillés. Ok, Nina, quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Ben, merci à toi aussi et à bientôt pour ceux qui viendront nous découvrir notre projet. Très bien, très bien. Bon, bah, et puis pour terminer, je souhaite remercier Thibaut pour la partie technique, Clémentine pour la partie communication de cet événement. Merci encore Nina, passe une bonne soirée, salut toute ton équipe pour nous et à vous tous, passez une bonne soirée également et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.